Une production des studios Bass. Vous êtes une société d'histoire, une société de généalogie ou une association familiale? Vous voulez annoncer un événement, une sortie, une réalisation ou une conférence? Contactez-nous afin d'avoir gratuitement une publicité sur notre balado. Visitez le passédécomposé.com avec le bouton pour nous écrire ou encore par courriel à studio@passédécomposé.com. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre tout dernier épisode de la première saison du balado Passé décomposé. Je m'appelle Guillaume Beaulieu et jusqu'à la fin, je suis accompagné par mon fidèle co-animateur Martin Archambault. Bonjour Martin. Bonjour, ben oui, j'ai résisté jusqu'à la fin. Et tu ne m'as pas lâché en cours de route. Non, merci c'est beaucoup, bon. je l'apprécie énormément. Je veux pas tomber dans la grosse nostalgie, mon ami, là, d'autant plus que on sait, ça a été confirmé, on revient pour une deuxième saison. Je veux quand même te remercier pour cette belle opportunité. Non seulement on a eu un plaisir fou à faire ça, malgré le travail que ça implique, mais on a réussi en très peu de temps à se créer une belle communauté d'abonnés et aussi de collaborateurs. Et je sais que tu as déjà quand même tendu des perches là, pour des collaborateurs et collaboratrices pour la saison 2 et qu'il y a déjà de ces gens qui ont répondu positivement. Donc, on va continuer de vous parler de sujets passionnants avec des experts pour s'assurer de l'exactitude de nos propos. Je disais aussi qu'on avait une belle communauté d'abonnés. Eh bien, Martin, je pense qu'on a trouvé notre abonné le plus éloigné. Il s'agit de M. Pascal Guertin, qui est natif de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Tu vas me dire, voyons Guillaume, c'est parce que c'est pas très loin d'ici, d'autant plus que le studio est sur la rive sud de Montréal. Mais depuis environ 40 ans, il n'habite plus au Québec. Si je te fredonne cette phrase-là, « I come from a land down under ». Oh, l'Australie? Exactement. Ben, ça t'éclaire un peu plus. Oui, on a un auditeur qui est en Australie, plus précisément à Gold Coast, qui est près de Brisbane. Donc, sur la côte est du pays, il nous envoyait un message au courant de la semaine. On vous salue, Pascal, et merci beaucoup de votre message. Ben oui. Cet épisode est présenté par généalogie-québec.com, propulsé par l'Institut de Rouen, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 lors de votre achat. Pour notre actualité généalogique, j'ai trouvé 3 conférences qui se donnent avec la Société d'histoire et de généalogie de Coteau-du-Lac, donc dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Et je me suis dit que ça pourrait probablement intéresser plusieurs personnes. La première conférence est malheureusement déjà passée, c'était le 19 mai dernier, qui était sous le thème de l'épopée des cageux, qui était animée par l'ethnologue Michel Bellil, qui parlait du transport de marchandises. Mais les 2 suivantes seront présentées les 17 juin, donc dans quelques jours, et le 16 septembre. Celle du 17 juin est intitulée L'agriculture en mémoire de l'homme et de ses instruments et sera animée par le conteur Robert Payan, alors que celle du 16 septembre s'appelle Nous ne sommes pas que français, animée par Éric Béliveau, qui est un passionné d'histoire et le créateur de la page Facebook Revue de presse historique du Canadien de Montréal. Pour les membres de la Société d'histoire de généalogie de Coteau-du-Lac, ces conférences-là sont totalement gratuites et pour les non-membres, chaque conférence est au simple petit coût de 10 $ seulement. Donc, à mon avis, ça vaut grandement la peine. Ouais, moi, je te dirais, pour visiter plusieurs sociétés, Oui. et n'étant pas membre de toutes les sociétés, je suis membre de certaines, mais pas toutes. Je me permets quand même d'aller, quand le sujet m'intéresse, là, 5 $, tu vas au cinéma, puis le maïs soufflé te coûte plus cher que ça. Exactement. Là. Et tu passes une super belle soirée, tu es entouré de gens qui aiment le sujet tout comme toi, puis des gens qui sont engagés pour faire ce travail-là, de présenter des sujets, c'est souvent des historiens. C'est super bien documenté, hyper intéressant. Fait que moi, je vous le dis, là, trouvez-moi une activité qui va durer 1h30, 2 heures, qui va vous coûter 10 $. Vous n'en trouverez pas. Alors, permettez-vous... tu sais, des fois, on a tendance à ne pas vouloir y aller parce qu'on n'est pas membre, mais le 10 $ que vous allez donner aide la société de généalogie ou la société d'histoire dans laquelle vous allez. Si vous y allez souvent, ben, ça peut valoir la peine de devenir membre, mais même occasionnellement, sans être membre, payer le 10 ou le 5 $, dépendant des endroits, ça vaut
amplement la peine. Exactement. Puis pour celle-ci, de mémoire, là, la carte membre était 25 $. Donc, ceux qui assistaient aux 3 conférences en payant chacune des conférences au lieu d'être membre, ben, ça revenait plus cher finalement. Donc, il invitait même les gens à devenir membres au lieu parce que c'était plus avantageux. Les conférences vont avoir lieu au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac et sont rendues possibles grâce aux partenaires financiers suivants. La ville de Coteau-du-Lac, Claude de Bellefeuille, député de Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntingdon et la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on va vous mettre le lien pour la Société de généalogie puis on vous invite à y aller y assister en grand nombre. Martin, est-ce que tu as un dernier mot du jour à nous présenter? Bien sûr, on écoute ça tout de suite. Le mot historique du jour. Le mot magané semble typiquement québécois, mais il est beaucoup plus vieux qu'on pense. Le mot existait déjà dans certains vieux dialectes français avant l'arrivée des colons en Amérique. En France, il est presque disparu, alors qu'au Québec, il est resté très vivant. À l'époque de la Nouvelle-France, être magané, c'était être épuisé par le travail, le voyage ou les conditions très difficiles que l'on vivait à l'époque. Te sens-tu magané à l'aube des vacances? Moi, je le suis constamment, mais je t'avoue que je m'attendais à ce que tu me dises que c'était un mot qui existait peut-être depuis comme 50, 75 ans. Donc, non, c'est un vieux mot. Ben, il y a beaucoup de mots comme disent les conteurs, de la parlure du Québec, qui sont en fait des mots qui étaient utilisés en France et puisqu'on était comme en vase clos ici et qu'on était, on était brisé d'influence de la France suite à la conquête, il y a plein de mots de vocabulaire qui sont demeurés ici, alors qu'en France, les mots ont évolué, ont changé. Évolué, pas nécessairement dans le sens positif du terme. Non, ils ont changé tout simplement, alors qu'ici, on a conservé ces mots-là et on a souvent l'impression que c'est des mots qui sont nés ici, quand pourtant, ils proviennent de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, monsieur. Martin, je t'avoue que j'avais des très grandes ambitions pour cet épisode, que j'allais pouvoir te parler de Giovanni da Verrazzano, Amerigo Vespucci, Jacques Cartier, Samuel de Champlain, tous les autres, tous dans le même épisode. Force est de constater, force est de constater que le thème Grands explorateurs n'aura pas le choix d'être fait en plusieurs parties. Moi, je me suis dit, ça va être facile, là, 5 minutes par personne, puis voilà, ça va être fait. C'est pas le buffet des continents ici, monsieur. On prend le temps de savourer chaque plat séparément. Donc, on va surtout se concentrer sur les explorateurs qui vont avoir foulé le sol canadien. Puis, si jamais on veut continuer, ben, on pourra y aller un peu plus loin. Et j'ai voulu y aller dans un certain ordre chronologique, mais ça impliquait un certain débat parce qu'on s'entend qu'avant Cartier, bon, il y a eu aussi les Premières Nations, évidemment, mais il y a eu des Vikings, dont Leifer Eriksson, le fils d'Éric le Rouge, qui serait venu vers l'an 1000, qui aurait exploré l'Anse aux Meadows à Terre-Neuve et Labrador. Ensuite, justement, ben, il y a eu Giovanni Caboto, francisé sous le nom de Jean Cabot. Je me suis dit que je pourrais vous parler de Cabot pour l'épisode d'aujourd'hui. En poussant mes recherches sur lui, par contre, je me suis rendu compte que bien que Cabot va explorer les côtes de l'Atlantique en 1497, son voyage qui va durer environ 6 ou 7 semaines ne sera pas très marquant. Cabot va partir de Bristol en Angleterre le 2 mai 1497 avec un équipage de 18 hommes, dont son fils Sébastien, et va atteindre le 24 juin suivant le Cap-Breton ou l'île de Terre-Neuve. Le lieu exact demeure à ce jour inconnu, par contre. Pourquoi le voyage de Cabot ne serait pas autant marquant que les voyages suivants? Bien, il y a quand même plusieurs éléments de réponse là-dessus. D'abord, contrairement aux autres explorateurs, Cabot ne va laisser que peu, voire pas de traces de ce récit de voyage. Aussi, contrairement à d'autres, Cabot va se limiter aux côtes de l'Atlantique, donc possiblement Terre-Neuve et ou Labrador. Et aussi, la mission de Cabot n'était pas nécessairement dans un but de colonisation, mais bien dans un but d'exploration. Ça marque donc moins l'imaginaire collectif. Et ensuite, Jean Cabot va disparaître dans des circonstances un peu étranges, ce qui fait aussi qu'il n'aura pas autant marqué l'imaginaire. En effet, après un an après son dernier voyage, il va de nouveau quitter Bristol avec 5 navires, possiblement dans l'objectif d'aller visiter un peu plus au sud de son premier voyage. Cela dit, Cabot ne reviendra jamais en Angleterre. Plusieurs hypothèses vont être émises concernant sa disparition. Certains vont dire que son équipage se serait perdu en mer. D'autres vont plutôt mentionner qu'il s'est rendu en Amérique et qu'il serait décédé là peu de temps après. Et d'autres disent qu'il a même décidé de s'installer de façon permanente avec des peuples autochtones. Donc, ça reste important, à mon avis, de glisser un mot sur Jean Cabot parce qu'il est quand même le premier de son époque à avoir visité l'Amérique, mais c'est pas nécessairement un explorateur très marquant en termes d'histoire. Donc, si on veut se concentrer sur un explorateur marquant pour l'Amérique,
pour ne pas dire la Nouvelle-France en ce qui nous concerne. C'est donc vers Jacques Cartier que tu as décidé de te retourner. Exactement. Jacques Cartier, pourquoi est-ce qu'il est si marquant? Eh bien, car il aura été à la tête d'un voyage qui sera une des premières tentatives de colonisation en Nouvelle-France. Commençons toutefois du début. Jacques Cartier, il naît vers 1491 à Saint-Malo, dans le nord-ouest de la France. À l'âge d'environ 29 ans, en avril 1520, Jacques Cartier va épouser Catherine Desgranges, fille de Jacques Desgranges et Françoise Dumas. Jacques Cartier, quant à lui, vient d'une famille assez modeste, mais en épousant Desgranges, il vient améliorer considérablement sa condition sociale. En effet, Jacques Desgranges, le père de Catherine, est un connétable de la ville de Saint-Malo. Un connétable, c'est un haut dignitaire dont le rôle, c'est de commander l'armée et de régler les problèmes entre les chevaliers et les nobles. Lors de son mariage, Cartier est inscrit comme étant un maître pilote du port de Saint-Malo. Comme son père était pêcheur à Cartier, on peut se douter que Jacques Cartier avait le pied marin lui aussi. Le mariage Cartier-Desgranges demeure toutefois sans postérité. Personne ne peut donc se vanter d'avoir Jacques Cartier comme ancêtre patrilinéaire direct. Donc, on conclut que notre ami Jacques est un habitué des bateaux, là, sans être un marin pour autant. Oui, vraiment. Il y a même certaines sources qui suggèrent que même qu'il aurait fait des premiers voyages vers l'Amérique, et ce, avant même 1532, et que ce sont ces voyages-là qui auraient poussé le roi François Ier à se tourner vers lui pour lui confier la grande mission. Justement, parlons de ses premiers voyages. Avant de dire qu'il a exploré le Golfe et le fleuve, on se doit d'expliquer comment Cartier fait pour devenir cet élu. Eh bien, en 1532, il y a une guerre qui éclate entre la couronne du Portugal et les armateurs normands au large du Brésil. Il y a l'évêque de Saint-Malo, Jean Leveneur, qui avait entendu parler de Jacques Cartier et comme quoi il serait apte à conduire des bateaux vers des nouvelles terres. Jean Leveneur va donc parler au roi François Ier de Jacques Cartier et ce dernier va devenir, et je cite, « capitaine et pilote pour le roi, ayant la charge de voyager et aller aux Terre-Neuve et passer par le détroit de la baie des Châteaux ». Ainsi, il va succéder à Giovanni da Verrazzano qui avait fait ce travail avant lui. Bon, une petite idée, c'est qui, moi, Verrazzano, mais j'imagine que plusieurs le connaissent un peu moins que Jacques Cartier. Peux-tu nous en parler un peu plus? Effectivement, personnellement, c'est un nom que j'avais jamais vraiment entendu. Giovanni da Verrazzano, qui a été francisé en Jean de Verrazane, c'était également un explorateur pour le compte de François Ier. Il va principalement avoir exploré la côte est de l'Amérique en cherchant en vain un chemin pour aller vers le Pacifique. Il arrive vers l'actuelle Caroline du Nord, puis va poursuivre sa route en longeant le Maine, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et le Labrador, et va finalement retourner en France sans avoir découvert un passage. Cela dit, même s'il explore pas le Saint-Laurent, c'est lui qui va donner le nom Nova Gallia, donc Nouvelle-France, à notre territoire. Donc, grâce au voyage de da Verrazzano, on connaît tout de même un peu plus le territoire. On sait par contre que Cartier, lui, ne va pas se contenter juste de visiter les côtes, il va entrer un peu plus profondément dans le territoire. Exactement. Il va être le premier à explorer le golfe du Saint-Laurent de façon aussi précise et documentée. Certes, l'histoire est pleine de surprises, donc il se peut très bien qu'il y ait eu des pêcheurs européens qui aient visité les eaux de l'Atlantique Nord avant lui. Toutefois, Cartier reste le premier explorateur connu pour son travail d'exploration du golfe et du fleuve du Saint-Laurent. Juste pour bien situer les gens, le fleuve Saint-Laurent, c'est assez connu de tous, là, mais le golfe du Saint-Laurent, c'est la section qui est à l'est de la Gaspésie et de Havre-Saint-Pierre, donc la Basse-Côte-Nord, donc tout ce qui est à l'est de ça. Lors de son premier voyage en 1534, Jacques Cartier et son équipage vont atteindre la pointe est de Terre-Neuve, fort probablement Bonavista, en seulement 20 jours, laissant croire à des très bonnes conditions météorologiques. Après un mois à Terre-Neuve, Cartier et son équipe vont retourner sur le bateau et feront une exploration minutieuse du golfe du Saint-Laurent. Ils vont remonter vers le nord pour passer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Belle-Île, donc en longeant le Labrador vers Québec, un peu comme le fait la route 138. Une fois que Cartier s'est aperçu qu'il avait traversé Terre-Neuve, il a décidé de retourner longer cette province, mais sur la côte ouest cette fois. Une fois la côte ouest terminée, Jacques Cartier va continuer de se déplacer vers l'ouest. Il va croiser les îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard et va remonter vers le nord jusqu'à se rendre dans la baie des Chaleurs, où il arrive le 16 juillet 1534. Donc, baie des Chaleurs, il est forcément dans un territoire des Mi'kmaq.
à fait. Qui était dans ce coin-là, là, la Gaspésie puis tout ça. Exactement, tu as tout à fait raison. Selon les récits de voyage, Cartier et les autres marins ont déjà passé quelques jours à créer un lien de confiance envers les Mi'kmaq et vont même faire des échanges de couteaux, de tissus, de peaux d'animaux. La semaine suivante, le 24 juillet 1534, Cartier fait son dernier arrêt, et non le moindre, Gaspé. Une fois sur place, il va planter une croix de 30 pieds de haut, revendiquant la région au nom du roi. Quand même un brin arrogant que, pas plus tard que la semaine d'avant, tu tentais de créer des liens de confiance avec les Premières Nations qui étaient déjà sur place et la semaine d'après, tu décides que tu revendiques ce territoire. Mais bon, c'était autre temps, autre mœurs. À Gaspé, Cartier va être accueilli par Donnacona, qui est le chef iroquoien de Stadacone, qui n'est pas très content de le voir s'approprier l'endroit. Pour tenter de les amadouer, Cartier et sa bande vont demander à 2 des fils de Donnacona de monter à bord de leur bateau pour faire du troc. Ça se voulait surtout une tactique pour pouvoir amener ses fils en France et utiliser leurs connaissances pour planifier les prochains voyages. Ayant très peu de marge de manœuvre, Donnacona va accepter de prêter, entre très gros guillemets, ses fils jusqu'au retour de Jacques Cartier. Et quand est-ce que va avoir lieu le retour de Jacques Cartier? Ça va prendre un peu moins qu'un an avant que Cartier fasse un second voyage vers le nouveau pays. Ce second voyage, il est mieux organisé, il a une meilleure connaissance du territoire, mais surtout, il est toujours en compagnie des 2 fils de Donnacona qui, bien malgré eux, vont aider Cartier à remonter le fleuve Saint-Laurent. Avant de descendre trop loin dans le fleuve, il va faire un détour par la Gaspésie où il va reconduire les fils de Donnacona. Ceux-ci vont raconter à leur père les intentions des Français de pénétrer le pays davantage et de descendre jusqu'à Hochelaga. Les gens de Stadacone vont tout faire pour décourager Cartier de se rendre à Hochelaga, mais en vain. L'équipage va donc continuer la route jusqu'au lac Saint-Pierre, un peu à l'ouest de Trois-Rivières, mais une fois rendu là, le bateau est trop gros pour continuer et pourrait heurter le fond. Ils vont donc amarrer le bateau sur place et continuer le chemin en barque. Jacques Cartier et son équipe arrivent à Hochelaga, un village iroquois, le 2 octobre 1535. Le lendemain matin, l'équipage explore à pied les alentours. Ils voient une grande colline entourée de terres cultivées de maïs. Ils vont décider de nommer cette colline le Mont Royal. L'arrêt à Hochelaga sera d'une courte durée car le 11 octobre suivant, donc une semaine plus tard, Cartier et son équipe sont déjà de retour à Stadacone, donc près de Québec. Malgré quelques disputes, la relation avec les Iroquois du Saint-Laurent vont relativement bien. Jacques Cartier n'avait pas prévu une chose, par contre, que tous les Québécois de nos jours connaissent très bien, les hivers difficiles. Oui, puis c'est pas mal à ce moment-là aussi que l'équipage de notre ami Jacques va tomber aux prises avec une épidémie assez solide de scorbut. Exactement. Les Iroquois connaissaient les hivers, sont pas tant surpris, même si ça reste difficile pour eux. Les Français, cela dit, vont être victimes d'une grande épidémie de scorbut, comme tu le dis. Cartier, lui, va être quand même épargné, mais il va remarquer que les Mi'kmaq se soignent avec des infusions de sapin baumier. Il va donc donner ce traitement à ces hommes qui vont finir par guérir. Une fois le printemps arrivé, Cartier amène Donnacona de force en France pour le présenter au roi François Ier. Il va donc retourner à Saint-Malo en juillet 1536 en étant certain d'avoir exploré la côte orientale de l'Asie. Les boys. Pas tout à fait à la bonne place. Il va y avoir un troisième et dernier voyage, je pense. C'est quoi les grandes lignes de ce dernier voyage-là? En fait, durant leur moment en France, Donnacona va comprendre que ce que les Français cherchent, surtout, c'est de l'or, des gemmes et des épices. Dans l'espoir de pouvoir retourner chez lui, Donnacona fait donc croire qu'il existe un royaume rempli d'or, de diamants et d'épices. Malheureusement pour lui, Donnacona va décéder avant le troisième voyage et n'aura donc jamais pu retourner chez lui et voir ses proches une dernière fois. Le troisième et dernier voyage de Cartier en 1541 n'aura pas été facile. Contrairement aux autres voyages, il ne sera pas aux commandes, mais agira plutôt à titre de second. L'expédition accuse des retards et la température n'est pas idéale pour la traversée. Aussi, Cartier et Roberval, l'homme qui était en charge de la mission, ne s'entendent pas très bien. Cartier fait beaucoup à sa tête, passe un peu plus de temps sur place pour accumuler cette fameuse or et ces diamants que Donnacona lui avait parlé et finit par retourner en France malgré la consigne inverse de Roberval.
Une fois de retour en France, Cartier apprend que ces fameux diamants sont en fait de la pyrite et est totalement sans valeur. Son aventure finit donc un peu en queue de poisson, malheureusement. Malgré ça, en France, Jacques Cartier reste un personnage d'une grande réputation, évidemment. Entre 1510 et 1555, il apparaît comme parrain d'un enfant à 35 reprises. Il décède le 1er septembre 1557 à Saint-Malo lors d'une épidémie de peste à l'âge d'environ 65 ans. En termes d'hommages, j'ai trouvé 145 rues, avenues, parcs, îles ou lacs au nom de Jacques Cartier. Et ça n'inclut même pas tout ce qui est nom de ville, de quartier, d'école et d'établissement quelconque. Donc, il est largement hommagé au Québec. Largement hommagé, mais je me permets quand même Bien sûr. d'ajouter que Jacques Cartier est quand même un personnage controversé. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'on nous l'a souvent dans les livres à la petite école décrit comme étant le grand explorateur qui a défriché ou découvert notre beau coin de pays. Cependant, il y a plusieurs éléments qui étaient largement romancés, un peu comme beaucoup de choses dans nos livres d'histoire de cette époque-là. J'en ai recensé quelques-unes, entre autres... Notons qu'il a menti dès le premier jour, puis c'était calculé. Hein, c'est-à-dire qu'à Gaspé, en 1534, quand il érige sa croix de 30 pieds, Donnacona n'est pas tellement content, puis Cartier décrit alors comme si c'était pour être un simple point de repère, mais c'était un mensonge diplomatique là, pour désamorcer les tensions, on s'entend. Là. Le premier contact, c'était une manipulation en partant. Donc. Cartier, c'était pas un saint, là, c'était un stratège plus qu'autre chose. Ensuite, il a emprunté le fils du chef. J'aimerais voir de quelle façon cet emprunt-là s'est fait. Là. On dit qu'il a convaincu Donnacona de laisser amener ses deux fils en France. Les deux frères ont passé 8 mois en France, ou à peu près. Là. Ils apprennent le français. Bon, ils leur ont donné des enseignements et tout ça, mais c'est grâce à eux, entre autres, que Cartier a découvert en 1534 le grand fleuve qui avait raté l'année d'avant. Donc, sans ce geste, on peut dire moralement douteux, là, il n'y aurait peut-être jamais eu le deuxième voyage. Exactement. Finalement, c'est assez important de le dire. Ensuite, c'est le premier putsch de l'Amérique du Nord, selon Marcel Trudel, hein, parce qu'en 1536, Jacques Cartier s'empare de Donnacona et d'une dizaine d'otages pour les ramener en France. L'historien Marcel Trudel, là, il voit le premier putsch connu en Amérique du Nord. L'homme que les manuels nous présentent comme un évangélisateur pacifique était en réalité un redoutable opérateur politique. Tu sais, c'est vraiment... Évidemment, les retombées sont positives à long terme pour nous en tant que peuple en Amérique du Nord, mais il faut comprendre que quand ça s'est joué, c'était peut-être un peu moins jojo. Il a ri aussi au nez des Autochtones, puis il a failli le payer cher, parce que quand les Iroquois tentent d'effrayer Cartier en lui annonçant que leur Dieu aurait prédit qu'il y aurait de la glace, de la neige et que les Français périront tous, Cartier, qui connaissait rien des hivers doux, a éclaté de rire, a traité les dieux des Autochtones de sots. Il a failli y rester pareil. Il a peut-être, comme on dit, ravalé un peu ses paroles. Les premières années aussi, c'est un point important, Guillaume, les premières années de vie de Cartier sont floues. Là. On sait en quelle année il est né. Il y a quand même beaucoup de mystères. Il n'est pas né à Saint-Malo comme tel, mais sûrement à Paramé ou Saint-Séverin, puis tout ça. Donc, évidemment, les preuves écrites là, du fin détail du début de la vie de Jacques Cartier sont un peu vaseuses, disons. Pour toutes ces raisons, je veux dire, quand on prend un peu de recul puis on regarde tout ça, comme dans toute chose, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a le beau côté, le côté explorateur puis navigateur qui est venu faire en sorte qu'on a pu s'installer, coloniser puis tout ça. Mais ça s'est fait avec une multitude de méthodes assez douteuses. Qui aujourd'hui seraient quand même considérées comme assez douteuses. Probablement qu'à l'époque aussi, les gens qui les subissaient les trouvaient douteuses, mais bon. Fort probablement, puis tu sais, comme tu disais, je trouve, c'est bien dit, oui, ça reste un homme assez important, mais qui va avoir utilisé des moyens un peu moins glorieux, disons, pour arriver à ses fins, malheureusement. Effectivement, beaucoup de manipulation et de la très bonne manipulation, finalement. Mais bon, c'était à cette époque-là, malheureusement, pour avancer, on n'avait pas les moyens de nos jours, donc on essayait comme on pouvait. Mais voilà, oui, mais merci beaucoup pour cet ajout, Martin. Avant de parler de la famille Fortin, est-ce que tu avais une capsule historique à nous présenter? Oui, tant qu'à parler d'hommes célèbres, allons-y avec un autre.
Quand on parle des débuts de la Nouvelle-France, il y a des noms qui reviennent souvent. Et puis, il y a ceux qui devraient revenir plus souvent, comme celui de Pierre Boucher. Parce que Pierre Boucher, c'est un peu l'exemple parfait du gars qui part de presque rien et qui finit seigneur. Oui, le rêve québécois version 17e siècle. Pierre Boucher naît en 1622 en France dans une famille plutôt modeste. Pas de château, pas de titre prestigieux, pas de domestique, bref, il ne part pas avec une longueur d'avance. Mais ses parents ont une idée brillante ou légèrement risquée, selon le point de vue, partir pour la Nouvelle-France. Et c'est ainsi que le jeune Pierre débarque en Amérique à l'âge d'environ 12 ans. 12 ans! Aujourd'hui, à 12 ans, on hésite entre 2 céréales le matin. Lui, il traverse l'Atlantique pour aller vivre dans une colonie entourée de forêts. En arrivant, Pierre Boucher ne devient pas immédiatement seigneur, non, il commence au bas de l'échelle, très bas même. Il apprend à survivre, il apprend les langues autochtones, il sert comme interprète, il observe, il comprend, il s'adapte. Bref, il fait tout ce qu'il faut pour réussir dans un environnement où il n'y a pas de plan B. Et cette capacité d'adaptation va devenir sa grande force. Avec le temps, Pierre Boucher gravit les échelons. Il devient soldat, puis officier et même gouverneur de Trois-Rivières. Oui, gouverneur. Le jeune garçon arrivé à 12 ans est maintenant responsable d'une des principales villes de la colonie. Pas mal comme progression de carrière, n'est-ce pas? Mais attention, gouverner en Nouvelle-France, ce n'est pas juste signer des papiers, c'est gérer des relations tendues, notamment avec les nations iroquoises. Défendre la colonie et garder son calme quand les choses dégénèrent. Et ça arrive souvent. Un des moments marquants de sa vie, il réussit à défendre Trois-Rivières contre des attaques iroquoises. Et là, on ne parle pas d'un petit désaccord de voisinage, on parle d'un conflit sérieux où chaque décision peut être la dernière. Grâce à son intelligence et à ses talents diplomatiques, il réussit à tenir la position. Disons qu'il n'avait pas besoin d'un cours de gestion de risque après ça. À un moment donné, Pierre Boucher est envoyé en France pour rencontrer le roi Louis XIV. Oui, rien de moins. Son objectif, convaincre le roi d'investir davantage dans la colonie. Imaginez la scène. Un colon de Nouvelle-France, habitué aux forêts vierges, aux hivers rigoureux, qui se retrouve à la cour de Versailles. C'est un peu comme passer d'un camp de chasse à un gala sans transition. La traversée, c'est un peu une transition. Et pourtant, il réussit. Il plaide la cause de la colonie avec succès et résultat, plus de soutien pour la Nouvelle-France. Après toutes ces aventures, Pierre Boucher décide de se poser. Il obtient une seigneurie sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et fonde ce qui deviendra Boucherville. Et là, il change de rôle, de soldat à seigneur. Mais attention, être seigneur en Nouvelle-France, ce n'est pas vivre dans un château en marbre. Et en mangeant des raisins, c'est plutôt organiser, développer, attirer des colons, faire construire et gérer des terres. Bref, c'est être un entrepreneur version 17e siècle. Pierre Boucher a une grande famille et comme plusieurs pionniers, il laisse une descendance importante. Aujourd'hui encore, son nom est bien présent au Québec et disons qu'il n'a pas seulement fondé une ville, il a aussi fondé quelques lignées solides. Après une vie bien remplie, Pierre Boucher s'éteint en 1717 à un âge respectable pour l'époque. Et contrairement à bien des figures de la Nouvelle-France, il meurt tranquillement. Pas en bataille, pas en mission périlleuse, juste après une longue vie de service. Ce qui, dans le contexte, est presque un exploit en soi. Pierre Boucher, c'est l'histoire d'un jeune immigrant qui devient interprète, soldat, gouverneur, diplomate puis seigneur. Une carrière complète, très complète. Il incarne parfaitement l'esprit de la Nouvelle-France, adaptation, ambition, débrouillardise et une bonne dose de courage. Et si aujourd'hui on connaît Boucherville comme une belle ville tranquille, c'est parce qu'un jour, un jeune homme de 12 ans a décidé de traverser l'océan, de bâtir quelque chose de grand et durable. Comme quoi, parfois, les grandes histoires commencent très tôt. Très, très tôt. 12 ans seulement. C'est l'âge de ma plus vieille. C'est un peu, c'est un peu troublant. Surtout quand on sait qu'il y en a, ça arrivait quand même fréquemment qu'il y en a qui se rendaient pas de l'autre bord. Là. Entreprendre ça à cet âge-là, c'était, ça prenait un peu de, comment on dit, c'était du courage, mais peut-être aussi... un brin de naïveté. Un brin de naïveté.
Neuvième nom de famille le plus commun du Québec, l'ancêtre Julien Fortin est à lui seul responsable de 90% des Fortins du Québec, en plus d'être le premier Fortin à s'être marié dans le nouveau pays. Et pour parler de lui, on reçoit Jean-Marie Fortin, actuellement vice-président du conseil d'administration de l'Association des Fortins d'Amérique. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour, M. Beaulieu et M. Archambault. Bonjour. Merci de votre présence, d'autant plus en studio parce que nous, on le sait, mais vous êtes à environ 5-6 heures d'auto d'ici. Donc, votre présence est vraiment très, très appréciée. Est-ce que vous pouvez nous parler des débuts de l'association, la fondation et tout ça? L'Association des Fortins, c'est sous la responsabilité de M. Jean-Pierre Fortin, son épouse Gisèle Vézina, qui ont décidé un jour de chercher des gens intéressés à fonder l'association. L'association est partie en 2002. Ça va faire 25 ans dans la prochaine année. Ben oui, ça s'en vient. Puis, on a développé par des moyens de recrutement, le téléphone en partant, quelques articles dans le journal pour dire, ben là, trouver des membres. La première année, on a fait l'Assemblée générale de fondation dans la région de Québec avec quelques 350 personnes qui se sont réunies pour cet événement-là. Wow, 350 personnes. Quand même, pour la première année, c'est assez impressionnant. On a reçu plusieurs associations au cours de la saison, mais le but et la mission d'une association comme la vôtre, ça ressemble à quoi? Bien, au point de départ, en partant, on a un intérêt, tous ceux qui s'impliquent là-dedans, bien sûr, à essayer de trouver nos ancêtres, avoir un petit peu d'histoire de notre famille. Fait que le but et les buts et la mission, c'est de préserver et transmettre l'histoire des familles Fortin. C'est dédié à la recherche, la préservation et la diffusion de l'histoire des familles en Amérique. Puis également, c'est d'aider les membres à retrouver les ancêtres. C'est de bâtir son arbre généalogique. C'est mieux comprendre aussi les origines, là, avec ce qui concerne les familles et l'occupation du territoire aussi. Tout à fait. Puis on parle de Julien Fortin parce que c'est lui l'ancêtre le plus commun, mais c'est pas le seul. Et puis Julien Fortin, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a eu 4 fils quand même qui ont eu chacun eux-mêmes leur lignée. Donc, même si, oui, Julien Fortin, c'est votre ancêtre, avec une association comme la vôtre, c'est qu'on peut connaître l'histoire aussi des autres personnes, des générations suivantes. C'est ce qui devient très intéressant également. Vous avez le journal Le Fortinfo qui est sorti depuis 2002. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Le Fortinfo? Je reviens à ton corrigeant cette fois-ci. Oui, allez-y, j'aime ça quand on le corrige. En disant qu'effectivement, dans les enfants de Julien Fortin et de Geneviève Gamache, il y a eu 5 fils qui ont fait les descendants qu'on retrouve aujourd'hui à 90% là, des Fortins. Merci de la correction. Et bon, le journal, lui, on a un petit journal, effectivement, qui a commencé dans les débuts, là, 2002-2003. Aujourd'hui, on est rendu à la 50e édition en janvier prochain. Et puis, le journal, c'est pour justement raconter les histoires de familles qui veulent bien nous envoyer de l'information sur leur histoire eux autres. C'est de regrouper aussi la promotion des activités, donner des nouvelles de chacun. Partage aussi ceux qui sont membres qui nous ont quittés, là, bien sûr. Là, fait que, grosso modo, le journal, c'est sûr que c'est un moyen de lien. C'est un moyen qu'on se sert pour lier les rejoindre les membres, entre eux. On jasait tantôt, puis j'ai feuilleté un peu le journal, puis je me rendais compte que, en tout cas, l'édition, celui que vous m'avez mis entre les mains, il y avait systématiquement une colonne en français, une colonne en anglais, donc les textes étaient traduits. Donc, vous avez des membres de votre association qui sont des Fortins qui ont migré aux États-Unis ou dans le Canada anglais? Ouais, disons que sur actuellement près de 200 membres, actuellement, l'association, je te dirais qu'il y en a peut-être 25 ou 40 membres maximum, là, je pense. Oh, quand même. Qui sont aux États-Unis, en Californie, dans l'Ouest canadien. On a aussi en Europe beaucoup. En Angleterre, où on a trouvé aussi, là, qui sont membres encore. Là. Fait que c'est sûr qu'on essaie de satisfaire, si tu veux, les deux langues. Parce que on veut faire un lien d'appartenance. Ouais. Là, aussi. Est-ce que le nom Fortin a gardé
la façon d'écrire Fortin telle qu'on la connaît en français ou le nom c'est anglicisé? Parce qu'il y a des familles, tu sais, les Dupuis qui sont devenus Wells puis des trucs comme ça. Là, est-ce que ça a changé? Ou? À ma connaissance, je n'ai pas fait de recherche dans ce sens-là, là, mais sûrement qu'il y a eu des adaptations de Phonétique, là, phonétique dans un milieu donné, là, que ce soit le Texas ou bien que ce soit à Dawson City, là, dans l'Ouest. Là. Peut-être que là, ça a changé sur l'écriture puis sur la prononciation. Là. Je ne peux pas vérifier de ce côté-là. Là, L'association a fait 2 voyages en France, soit en 2007 et en 2023. C'était quoi le but, les buts de ces voyages-là? C'est sûr que c'est un objectif là, de motivation, d'encouragement. Pour les membres de dire, ben là, on pourrait organiser un voyage, si tu veux, dans les lieux d'origine. Puis effectivement, en 2007, le premier groupe qui est allé, c'est ça qu'ils ont fait. Moi, disons que j'ai eu l'occasion d'y aller au 2e voyage. Okay. Puis effectivement, quand tu dis, tu visites, oui, la France en différents endroits aussi. Là. Bon, moi, je me souviens d'avoir été voir les courses du Mans, là, les courses automobiles, d'avoir été au château Versailles, là, Tour Eiffel, bien sûr. Bon. Puis on est allé dans la paroisse d'origine de Julien Fortin, où il est parti. Fait que c'est sûr que ça donne quoi comme intérêt? Ben, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a permis de dire je touche à des objets ou à des choses au mur de sa maison. Je marche dans ses pas dans la rue, en allant vers l'église. Fait que ça, c'est sûr que c'est des émotions que on est privilégié, on est choyé de pouvoir vivre ça. Vraiment. Pour ça, que l'association, ben, c'est une organisation qui permet ça. Fait que je ne peux pas aller plus loin dans décrire les sensations et les émotions, mais c'est un petit peu ça. Oui, c'est très émotif, ce genre de voyage-là. Sentiment d'appartenance à quelque chose. Oui, je l'ai raconté à quelques reprises, je pense, mais quand on va au musée Pointe-à-Calière, où ils ont retrouvé le puits que mon ancêtre Jacques a creusé, ils ont créé un plancher en verre, tu peux marcher au-dessus, puis tu te dis, le trou qui est là, c'est le premier là, qui était en 1600, bon, il est arrivé en 1650, là, mais quelques années après, qui a creusé le trou-là. C'est là, ça devient tangible. Hein? Oui, c'est vraiment assez incroyable. Vous avez un très beau projet aussi pour le 25e anniversaire en 2027. C'est la préparation d'un dictionnaire des Fortins. Donc, ça serait un peu une petite biographie de Fortins connus, si je comprends bien? Non, pas de Fortins connus. Oh! C'est des Fortins qui ont passé. Oh, OK. Il y a des Fortins qui sont encore présents. Puis il y a des Fortins par la suite, là, parce que le dictionnaire, c'est quoi? Bon, moi, il y a des gens qui me disent faire un dictionnaire. Ouais, ben, regarde, moi, là, le dictionnaire papier permet de ramasser de l'information sur quelque chose, les familles Fortin, la généalogie Fortin, puis de geler ça dans le temps sous forme d'un outil papier. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui vont dire, ben là, j'utilise l'Internet, tu vas l'avoir pareil. Ben, puis on dit, ben là, on travaille pour faire un dictionnaire ou une reliure papier qui gèle dans le temps cette information-là. Les prochains, dans 50 ans ou dans 100 ans, pourront partir de cet objet-là. Fait que c'est sûr que là, on travaille encore pour l'exécuter puis le publier. Puis on s'attend qu'au 25e anniversaire l'an prochain, qu'on puisse faire le lancement officiel. Là. Ça serait vraiment intéressant. Il y a un rassemblement qui va se tenir le dimanche 5 juillet 2026 sur le site du manoir Montmorency. On peut en apprendre plus en allant consulter le site web afafortin.com pour Association Fortin Amérique. Donc, afafortin.com. Et puis, on invite tous les gens, comme on dit tout le temps, qui soient des Fortins de nom, par leur mère, par amour ou peu importe, à joindre l'association. On va y aller avec l'histoire de Julien et vous ne vous gênez surtout pas de nous corriger au besoin.
Julien Fortin naît donc le 9 février 1621 à Saint-Côme-en-Verret, qui est une petite ville d'aujourd'hui de moins de 2000 habitants, qui est située à mi-chemin entre Paris et Nantes. Julien Fortin, c'est le fils de Julien Fortin père, un boucher de métier, et de son épouse Marie Lavie. Le père de Marie Lavie, M. Gervais Lavie, est propriétaire d'une auberge qui s'appelle l'Auberge du Cheval Blanc. Oh! On a déjà parlé de ça, cette auberge, il me semble, hein? Exactement, tu as raison, dans notre 12e épisode, alors qu'on parlait de l'ancêtre Claude Bouchard. En fait, Claude Bouchard et Julien Fortin, c'était des amis. Dans cette fameuse auberge, Robert Giffard venait régulièrement faire le récit de ses voyages. Bouchard et Fortin, alors 2 adolescents, vont boire les paroles de Giffard. Il leur parle d'un pays où coule le lait et le miel. Oh, wow! Le sang coule aussi amplement dû au conflit aux Premières Nations, mais ça, Giffard va oublier, entre guillemets, d'en parler, bien sûr. Quelques années plus tard, vers 1650, Robert Giffard va revenir pour parler de la Nouvelle-France, et tant qu'à être sur place, il va donc en profiter pour recruter quelques colons qui vont accepter de venir s'installer là-bas. Puis c'est à ce moment-là que Julien Fortin va faire la traversée vers l'Amérique? Officieusement, oui. Je vais dire officieusement parce qu'on n'aura jamais trouvé la preuve formelle que Julien Fortin, tout comme son ami Claude Bouchard d'ailleurs, vont bel et bien arriver en Nouvelle-France en 1650. Toutefois, avec les dates de traversée des bateaux, les preuves de présence des hommes en Nouvelle-France, les recensements et tout porte à croire que ça serait en 1650 que Fortin est arrivé, même si on n'aura jamais la réponse avec une preuve précise. Julien a alors 29 ans, il est célibataire et prêt à vivre de nouvelles aventures. Et rapidement, Julien va obtenir, tout comme son ami Claude Bouchard d'ailleurs, une terre à Cap-Tourmente, donc sur la rive nord du fleuve, pas très loin du Mont-Sainte-Anne. On s'entend qu'à 29 ans, c'est encore jeune, mais c'est quand même plus vieux que d'autres colons qui arrivaient, donc il devait peut-être sentir l'horloge biologique qui faisait tic-tac, puis avec une petite urgence de se caser, peut-être? Peut-être, c'est dur à dire avec certitude, mais il faudra attendre que 2 ans avant que Julien passe la bague au doigt d'une demoiselle. L'élu de son cœur se nomme Geneviève Gamache, dite la mère comme vous l'avez dit, une jeune fille de 16 ans, originaire de Chartres, une ville qui est dans le département d'Eure-et-Loir, à moins d'une centaine de kilomètres à l'est de Saint-Côme-en-Verret, donc relativement proche de la ville natale de Julien. D'ailleurs, le frère de Geneviève, Nicolas Gamache, lui va être le seigneur de la région de Lillet, et ce même Nicolas va attester devant notaire qu'il promet de donner habits, meubles et linge jusqu'à un montant de 200 livres, en plus de nourrir les 2 époux une fois que le mariage sera officialisé. Évidemment, ça ne vient pas tout seul. En échange, les mariés s'engagent à travailler pour Nicolas, mais ils recevront un salaire de 150 livres annuellement, qui n'est pas inclus dans les autres biens promis. C'est certain que je n'étais pas présent, mais à mon avis personnel, je crois que c'est quand même une belle façon pour Nicolas de s'assurer que sa sœur ne manque de rien et pour lui d'avoir des gens qui vont l'aider dans les tâches. Une pierre deux coups, comme on dit. Le mariage va se dérouler le 11 novembre 1652. Même si l'acte est consigné dans le registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, le mariage, quant à lui, va avoir lieu dans la petite chapelle de Cap-Tourmente. On va devoir attendre 2 ans avant de voir un premier enfant naître de ce mariage, mais 11 autres enfants vont suivre pour un grand total de 12 enfants. C'est bon ça, le 12, là? Oui, c'est ce qu'on a recensé. Donc, mais juste pour te préciser, son première installation dans la région de Québec, c'était à Château-Richer. OK. Et quelques années après, il s'est installé justement à Saint-Joachim, maintenant, là, Cap-Tourmente. C'est là qu'il est devenu aussi co-seigneur de la seigneurie de Beaupré avec l'île d'Orléans. Merci beaucoup pour cette précision. Presque tous les enfants vont se rendre à l'âge adulte, mais ce sont 8 d'entre eux qui vont se marier et qui feront de Julien et Geneviève des grands-parents pas moins de 70 fois. D'ailleurs, 3 des fils de Julien et Geneviève vont épouser des enfants de la lignée de Zacharie Cloutier. Ah ouais? Oui, donc encore une fois, c'était toutes des familles qui sont quand même arrivées, somme toute, dans les mêmes années aussi. Autre fait intéressant, une des filles du couple, Marguerite, va épouser un homme ayant comme nom de famille Fromage. Pierre-François Fromage est né en France et va avoir 2 fils, Jean-François, qui décède en bas âge, et Pierre-Simon, qui est un enfant illégitime qu'il aura eu avec une maîtresse.
Jean-François, effectivement, donc décède en bas âge et Pierre Simon, quant à lui, ne se mariera jamais. Ainsi, la lignée Fromage en Nouvelle-France s'est éteinte car il était le seul homme à porter ce nom au Québec. Donc, on a failli avoir la famille Fromage Les au fromages Québec. du Québec auraient pris un autre sens, hein? Ben, moi, je suis un peu déçu de tout ça. On l'a déjà dit, je suis un peu gourmand. Fait que moi, là, quelqu'un avec un nom de famille Fromage, j'aurais aimé ça. Donc aussi, il y a une des filles de Julien du nom de Barbe qui sera miraculée grâce à la paroisse de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette paroisse qui est reconnue pour faire des miracles va accueillir la jeune Barbe, 12 ans, atteinte de pleurésie et qui est condamnée à une mort presque certaine. La pleurésie, là, c'est une inflammation de la plèvre qui est une membrane qui enveloppe les poumons. Donc on peut se douter qu'au niveau de la respiration et tout ça, ça devient difficile. À la fin des nombreuses prières faites à Sainte-Anne, la petite Barbe va guérir soudainement et pourra vivre une belle vie. Eh bien. Ben, Julien, maintenant marié, père de famille, les années qui vont suivre, ça va se passer comment? Fortin, c'est un homme qui a la bosse des affaires quand même. Le 23 août 1657, à l'âge de 36 ans, c'est mon âge, il va racheter de Jean Lauzon la part que ce dernier possédait à la compagnie de Beaupré. Il va également acheter une terre sur l'île d'Orléans qu'il va payer en peau de castor et qu'il va revendre à profit quelques années plus tard. En 1659, il va recevoir une autre terre à Cap-Tourmente qui sera connue à l'époque sous le nom de la Côte-Fortin. Il sera également propriétaire de terres à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix. Le recensement de 1667, toutefois, nous démontre qu'il habite toujours à Saint-Joachim, donc Cap-Tourmente. On peut donc comprendre que les autres terres qu'il possédait étaient fort probablement louées à des cultivateurs, mais on note également qu'il va donner certaines de ces terres à diverses fabriques, donc pour la construction d'édifices industriels. La région de Québec, Beauport, puis tout ça, là, c'était dans ces années-là, je pense, assez fréquemment sous la menace iroquoise, n'est-ce pas? Tout à fait. Et, Julien Fortin va être témoin de choses assez horribles. Il va devoir aller témoigner en cours pour corroborer que Jean Picard, son ami Claude Bouchard et une dame identifiée comme la veuve Caron furent tous victimes de pillage de la part des Iroquois. Il va également témoigner qu'il aura assisté au massacre de plusieurs colons, notamment le massacre de Louis Guimont. Ce dernier va être assailli de coups de bâton et de verges de fer. Alors qu'il se faisait battre, Guimont va prier à voix haute, et selon les témoignages, le fait qu'il soit toujours en mesure de parler et qui puisait pour prier n'aurait fait qu'augmenter la rage des Iroquois qui vont en avoir rajouté. Louis Guimont va malheureusement décéder de ses blessures. Donc, voulant protéger sa femme, ses enfants et sa propre vie, évidemment, les Fortins iront se réfugier à Château-Richer, pas très loin du Cap-Tourmente. Donc, on comprend que c'était une terre qu'ils connaissaient. C'était un lieu qu'ils connaissaient déjà. Connaissait bien. Comment vont se passer les dernières années de vie de Julien? Jusqu'à la fin, Julien Fortin aura été un homme généreux, reconnu pour ses nombreux dons, d'autant plus après que Barbe ait été miraculeusement guérie. Le 18 août 1680, il va faire un don de terre aux églises de Notre-Dame de la Visitation à Château-Richer, ainsi que celle de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il va s'éteindre quelque part entre le 18 juin 1689, où il va signer comme parrain de sa petite-fille, et le 16 avril 1690, jour du mariage d'une de ses filles, où il est inscrit comme étant Feu Julien Fortin. Il avait donc environ 68-69 ans. Sa femme Geneviève, quant à elle, va décéder chez son fils Charles à Lillet en 1709 à l'âge de 73 ans. Il n'existe pas de rue avec le nom complet Julien Fortin ou Geneviève Gamache, mais fort à parier que plusieurs rues Fortin du Québec ou des environs sont nommées en son honneur. Oh oui, corrigez-moi. Il y en a une à Saint-Jean-Port-Joli, paroisse de chez moi. Ah oui? À Saint-Jean-Port-Joli, Joseph Fortin, une rue Fortin. C'est le fils de Jacques. Donc, petit-fils de Julien. Petit-fils de Julien. Jacques, c'est celui qui est allé s'installer à Petite-Rivière Saint-François. Fait que son fils, c'est un des premiers Fortins enterrés dans le cimetière de Saint-Jean-Port-Joli, qui on a donné le nom d'une rue. Il y a le coteau Fortin, il y a le mont Fortin, il y a une rivière Fortin, il y a un pont Fortin, il y a plusieurs noms Fortin alloués à différents endroits dans la province là, qu'on peut retrouver.
Là, on va appeler la commission de toponymie, là, puis là, on va demander est-ce qu'il y a la rue Julien Fortin. Ça prend une rue Julien Fortin. De nos jours, comme je l'ai dit, le nom Fortin est au 9e rang des noms les plus communs. Parmi les Fortins connus, M. Fortin, avec nous présent, nous a quand même sorti une belle liste. Marc-Aurèle Fortin, qui est de la descendance et non le fils d'eux, Jacques. Il est né le 14 mars 1888 dans le quartier Sainte-Rose de Laval. Marc-Aurèle Fortin s'est spécialisé dans l'aquarelle, notamment. Fortin sera à l'origine d'environ 8000 œuvres exposées dans de nombreux musées du Québec. En faisant mes recherches, je suis aussi tombé sur l'histoire d'Émilie Fortin. J'ai absolument rien appris à M. Fortin ici présent qui m'en a même rajouté, mais moi, je ne connaissais pas cette histoire. Émilie Fortin est née à Alma le 4 janvier 1872. Elle va épouser Pierre Nolasque Tremblay, un chercheur d'art. Et de façon générale, les femmes n'accompagnaient pas leurs maris qui étaient des chercheurs d'art, mais Émilie Fortin a voulu, elle, l'accompagner. Ainsi, elle est devenue la première femme blanche à avoir traversé le col de Chilkoot, un creux entre deux montagnes à la frontière de l'Alaska et de la Colombie-Britannique. Et étant la seule femme à accompagner son mari, elle va occuper rapidement divers rôles, dont celui d'infirmière, de sage-femme pour les femmes de la région et même parfois de prêtre. Elle accueillait également les missionnaires qui se rendaient sur place, lui valant le surnom de mère des missionnaires. Au cours de sa vie, elle sera membre de plusieurs sociétés de femmes et sera même présidente de la Société des femmes pionnières du Nord. Elle aura également participé activement à de diverses œuvres caritatives. Elle décède le 22 avril 1949 à Victoria, en Colombie-Britannique, et en son honneur, son nom sera donné à la toute première école francophone du territoire du Yukon. Je vous avais aussi dit que Julien Fortin est l'ancêtre de nul autre que la reine de la pop, Madonna. En effet, sa mère, Louise Fortin, est l'arrière-petite-fille de Narcisse Fortin et de Félicité Rioux de Saint-Simon, qui sont eux-mêmes des descendants de Julien et de son fils... Charles. Exactement. Merci beaucoup. Oh. Enfin, difficile pour moi de ne pas parler d'un homme qui aura accompagné mes débuts en musique, soit André Dédé Fortin. Il naît le 17 novembre 1962 à Saint-Thomas-Didyme, au Lac-Saint-Jean. Musicien autodidacte, il va fonder en 1990 le groupe Les Colocs et participeront à un concours, obtenant ainsi un premier contrat de disque. En 1993, le groupe gagne au Gala de la disque le prix de révélation de l'année et celui de groupe de l'année, un exploit qui est très peu arrivé dans l'histoire des prix Félix. Le second album, Atrostomique, est lancé le 30 octobre 1995 en direct du deuxième référendum. Dédé Fortin, étant assuré d'une victoire, a voulu rendre cette soirée-là mémorable. Les nombreux journalistes sur place filmeront toutefois une difficile défaite pour le chanteur. Ils vont lancer un troisième et dernier album en 1998 sous le nom de Dehors Novembre, un album beaucoup plus sombre que les premiers. Luttant avec des troubles de santé mentale, Dédé Fortin va s'enlever la vie dans la nuit du 8 au 9 mai 2000, alors qu'il n'était âgé que de 37 ans seulement. L'année avant son décès, le groupe Les Colocs était en spectacle dans mon Châteauguay natal et j'étais allé les voir avec mon père, donc des très beaux souvenirs pour moi. Puis je sais pas pour toi, Martin, mais moi, j'écoute encore régulièrement Les Colocs au point où mes enfants connaissent les paroles. Là, donc, Tout à fait. Et d'ailleurs, le dernier album, quoique plus sombre, comme tu as dit, est selon moi très certainement un des 20 meilleurs albums jamais réalisés au Québec, là, à mon goût personnel, en termes de qualité, autant dans les textes, la musique, c'est un album qui est à découvrir, mais quand on se sent bien, parce que c'est un album lourd, légèrement lourd, surtout quand on connaît la suite. Oui, tout à fait. Mais en même temps, quand on écoute même les deux premiers albums, Dédé Fortin avait ce talent-là de mettre des mots et de parler de réalités difficiles, mais avec une musique un peu plus joyeuse. Un peu plus de légèreté dans la musique, effectivement. Exactement. Ouais. Donc, on s'en rendait pas trop compte. Quand on pense à la chanson Dédé, il parle d'une famille qui est quand même très démunie, possiblement avec de la violence, de la consommation et tout ça. Donc, plusieurs des chansons du groupe parlent de choses assez difficiles, mais que finalement, en bout de ligne, hein, on s'en rendait moins compte parce que c'était de la belle musique. Un grand Fortin. Monsieur Fortin, des choses à ajouter? Oui, moi, je voulais parler encore un petit peu de l'association. Là. Bien sûr, allez-y, avec plaisir. Les réalisations, tu sais, dont on a, bien sûr, on a parlé tantôt du journal. On a aussi des armoiries, tu sais, officielles qu'on a demandées au gouvernement, qui sont en 2005 qu'on les a obtenues. On a un monument
un monument sur la terre de l'ancêtre Julien, à Cap-Tourmente. Fait que j'invite les gens à visiter en arrière, pas loin de l'église de Saint-Joachim. Bon, pour revenir aux personnalités, tu n'as pas nommé Diane Tell. C'est vrai, on l'oublie. Diane Tell, c'est une Fortin. Mhm. C'est une Fortin descendant de la lignée de Pierre. Effectivement. Et ses origines, c'est l'Apocatière, pas tellement loin de chez moi. On oublie qu'elle est née au Québec, elle, des Ouais, fois. hein? ouais. Elle vit ailleurs, mais quand même, est Ses originaire. origines. C'est ça. Marie-Thérèse Fortin. Oui, bien oui, grande Thérèse, qu'on connaît un comédienne. petit peu plus, la comédienne. Elle, c'est une descendante de Pierre aussi. Bon. En terminant, disons que je veux inviter les gens qui s'intéressent à l'histoire de leur famille et à l'histoire des Fortins en particulier, d'aller sur le site. Et puis, on a aussi un Facebook là, qu'on peut adhérer. Sur le site des Fortins, vous avez toute l'information pour le prochain rassemblement dans un mois, le 5 exact. juillet. On va avoir, des agates, là, comme on parle, là, c'est le même que ça s'appelle. Et puis, on a une conférence sur Barbe Fortin, la fille La de- miraculée. la fille de Julien. Ah ouais. Effectivement, il y a un conférencier qui vient présenter quelque chose. Et puis, l'an prochain, on a, cette année, excuse-moi, le 5 juillet prochain, c'est au Manoir Montmorency, là, à Québec. Puis, l'an prochain, on veut faire dans la région de Québec aussi le 25e anniversaire. Le programme est déjà pas mal écrit. Puis, on s'enligne pour inviter. En tout cas, on invite les gens, à venir s'inscrire. Comme membre, là, bien sûr, vous contribuez là, activement à la préservation du patrimoine familial, votre patrimoine familial, puis aussi à l'enrichissement de l'histoire des familles Fortin. Tout à fait. Ben, que tous les Fortins à l'écoute, et les Fortins de nom ou de cœur, Oui. se joignent à l'Association des Fortins. Je vous rappelle que le lien pour adhérer, pour accéder au site web, je devrais dire, de l'Association des Fortins est dans les références du présent balado ou encore sur notre site web dans la section sur nos collaborateurs. Il y a une sous-section là, sur les familles desquelles on a parlé dans les différents épisodes. Et si vous allez dans les F à Fortin, ben, vous avez un lien direct vers l'Association des Fortins. Je veux rappeler le site web quand même, tant qu'à l'avoir, c'est le afafortin.com ou sinon vous pouvez écrire à l'adresse courriel fortin.gamache@commercialtelus.net si jamais vous avez quelconque question. C'est ce qui termine non seulement notre épisode, mais également notre première saison. On veut vous remercier, cher public, pour votre incroyable présence. Au moment d'enregistrer cet épisode, voyons, j'ai une émotion. Hey, Seigneur. Ouh! Pleure pas, pleure Ben voyons, pas! Ça sort d'où, ça? Au moment d'enregistrer cet épisode, on a dépassé les 25 000 téléchargements et on vous remerciera jamais assez pour ça. On veut remercier les nombreuses associations qui sont venues nous parler au courant de l'année, ainsi que nos invités que je nomme très rapidement, Dominique Bérubé, Dom Leblond, Samuel Vénière, Bertrand Desjardins, le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, Sylvain Bouchard, Michel-Félix Tremblay, Katiane Dupuis et Noémie Noël, pardon. J'espère vraiment ne pas avoir oublié personne. On veut également remercier généalogie-québec.com pour leur support tout au long de la saison. Et enfin, je te remercie, mon cher ami, de m'avoir invité à participer à ce magnifique projet. J'ai un plaisir incroyable à faire ça, même si ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail. Ouais. Ça passe quand même très vite, voire parfois trop vite. On sera de retour le 4 septembre 2026 pour un premier épisode qui va porter sur les coureurs des bois ainsi que l'ancêtre Robert Caron. Mais on va quand même continuer de publier de temps à autre sur nos réseaux sociaux. Oui, monsieur. Et surtout, au mois d'août, il y aura un épisode hors série que nous allons sortir au courant du mois qui se trouve à être l'entrevue complète qu'on avait faite avec Sylvain Bouchard qui était sommelier en bière. On avait dû faire un montage durant l'entrevue, question que notre épisode régulier ne dure pas très longtemps, mais l'entrevue complète durait presque une heure, si c'est pas plus. Pas loin d'une heure où on parle de l'histoire de la bière, mais surtout comment ce breuvage-là, au fil des années, est arrivé en Amérique. Pas un peu par les Français, mais beaucoup par les Anglais, et de quelle façon ça a été intégré dans la vie ou pas des colons. Mais Sylvain Bouchard, qui est un orateur hors pair, donc c'est une heure de pur bonheur, et on avait condensé ça là, en 20 minutes pour l'épisode qu'on avait fait, mais
L'entrevue intégrale de 60 minutes va être diffusée 2 semaines avant le Bière et Saveur de Chambly, qui commandite le dit hors série. Donc, pourquoi ne pas écouter l'histoire de la bière en Amérique avant d'aller dans le plus grand festival brassicole du Québec sur les terres du Fort Chambly en plus. Donc, du point de vue historique, c'est fantastique. Donc, on vous dit un immense merci tout le monde et à très bientôt. Bye, bon été tout le monde. Merci à chacun de vous. Merci. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé